que c'est totalement nul. Au niveau de la rentabilité, de la performance de Paul Biya à la tête de l'État, c'est totalement nul. Donc, il ne nous sert plus à grand-chose, il ne nous sert pas plus, il ne nous sert pas à grand-chose à la tête de l'État. Et au niveau de son âge, je crois que, sauf si on est vraiment de mauvaise foi, Paul Biya, je crois que sa place, c'est au village actuellement. Paul Biya préfère fonctionner avec ses anciens amis de l'UNC, ses anciens amis de la création du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, d'où la similarité au niveau des âges. Ils ont pratiquement le même âge, donc sont des gens d'une même génération. Il a donc il nourrit une certaine phobie à l'endroit de ceux-là qui sont de la nouvelle génération. Forcément, il s'est dit, ils ne comprennent rien, ou alors ils n'ont pas vécu les mêmes émotions que nous, et par conséquent, ils risquent de gaffer. Il s'est dit également, avec eux, c'est un climat de confiance, il serait difficile de présumer un seul instant que un méca qui est le chef d'état-major soit dans une situation de coup d'état ou alors de renversement du pouvoir de Paul Biya. Il fera quoi du pouvoir finalement? Il serait difficile de présumer que Kaba Yégué Djibril peut avoir les prétentions de renverser Paul Biya. Par contre, si on a un Serge Kelbey qui a encore de l'âge devant lui, il a des dents longues, la tentation peut être un peu plus grande. Et donc, Paul Biya joue sur la carte des fidélités originelles, durables. Il joue également sur le fait que dans l'imaginaire collectif, on a une perception purement traditionnelle, patriarcale du pouvoir au Cameroun. On dit le président de la République ou alors ceux qui sont à la tête des institutions, ils sont des patriarches. Je ne sais pas si être patriarche vous met à l'abri de toute critique ou alors de toute éviction à votre poste, ou alors ça vous donne tout simplement la science infuse. Être patriarche, on peut avoir des patriarches totalement bêtes, on peut avoir des aînés voleurs, on peut avoir des chefs traditionnels qui sont des bandits au sens pur du terme. Donc, dans la tête de plusieurs, on se dit le Cameroun est une chefferie républicaine. À sa tête, nous avons un chef traditionnel qui a à ses côtés des notables et nous devons les respecter. On vous dit par exemple, ne serait-ce que pour l'âge du président, on doit le respecter. Est-ce qu'on devrait aussi respecter un bandit ou un voleur parce qu'il est déjà âgé ou alors parce qu'il a 80-90 ans? Si un bandit a 90 ans, je crois qu'il ne peut plus nous balancer son statut de patriarche, un patriarche bandit. Donc, il y a cet élément. Il y a un autre élément qui est lié au fait que l'état de droit n'est pas respecté au Cameroun. L'état de droit, c'est un état qui est bâti sur le droit et ne fonctionne que suivant les règles, donc le droit. Et l'état de droit, c'est également la séparation des différents pouvoirs. Le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Or, au Cameroun, on a l'impression que cette séparation n'est pas de mise. On a l'impression que tout le monde est accroché au président de la République qui est le chef de l'exécutif, qui devrait être concurrencé par le chef du pouvoir législatif et le chef du pouvoir judiciaire. Vous voyez, M. Kaba Yégué Djibril, il chante les louanges de Paul Biya. Pourtant, dans le jeu des rapports de force entre les différents pouvoirs, les trois pouvoirs, il devrait avoir une certaine réciprocité dans l'influence. On devrait observer une certaine tension permanente entre le président de l'Assemblée nationale et le président de la République qui est chef de l'exécutif. Malheureusement, dans notre cas, tout vient de la présidence de la République. Aujourd'hui, le secrétariat général de la présidence de la République qui profite d'une manière ou d'une autre de cet état de vacances, de fait qui a été évoqué tout à l'heure par Maître Sim pour essayer de s'arroger de manière abusive et de façon usurpée certains pouvoirs qui reviennent au président de la République. Donc je crois que l'immobilisme à la tête de l'État est lié à ces différents éléments que nous avons évoqués, et je crois qu'aujourd'hui, nous ne devons pas passer par 1000 chemins pour dire que la gérontocratie, dans le cas camerounais, vraiment, elle n'est pas productive, elle ne permet pas à l'État d'avoir toute la rentabilité qu'on attend de lui, ou alors à l'État d'être performant. Si M. Paul Biya avait garanti
de l'eau aux Camerounais, de l'éducation pour tous aux Camerounais, avec garantie de l'énergie électrique aux Camerounais, je crois qu'on serait aujourd'hui indulgent à son endroit, au-delà de son âge. Et aussi, si les signaux qu'il nous envoyait nous rassuraient quand même qu'il était dans une posture de quelqu'un qui peut encore gouverner, on serait en train de lui accorder les circonstances atténuantes. Or, dans les deux cas, vous voyez que c'est totalement nul. Au niveau de la rentabilité, de la performance de Paul Biya à la tête de l'État, c'est totalement nul. Donc, il ne nous sert plus à grand-chose, il ne nous sert pas plus, il ne nous sert pas à grand-chose à la tête de l'État. Et au niveau de son âge, je crois que, sauf si on est vraiment de mauvaise foi, Paul Biya, je crois que sa place, c'est au village actuellement. Edmond Kamgi, avec vous, je voudrais qu'on évoque les conséquences de cet immobilisme au sein des institutions ou bien de cette gérontocratie gouvernante. Voyez-vous, la longévité au pouvoir crée forcément des problèmes. Cela entraîne la paralysie de l'État. Voyez-vous également, le président Paul Biya est à la tête de l'État du Cameroun depuis le 6 novembre 1982. Il a vu défiler plusieurs présidents américains, au moins 7, de Ronald Reagan jusqu'à Donald Trump, qui est là pour son deuxième passage, Donald Trump, aux États-Unis. Il a vu défiler 5 présidents français, plusieurs présidents de l'ancienne Union soviétique et de la Fédération de Russie. Il a vu défiler plusieurs chanceliers allemands. En réalité, il a vécu les deux mondes, c'est-à-dire le monde de la première guerre froide et le monde de la deuxième guerre froide. C'est-à-dire le monde d'avant la chute du mur de Berlin et le monde après la chute du mur de Berlin. C'est un patriarche qui a presque ou pratiquement traversé le siècle. C'est bon pour l'histoire, pour son histoire personnelle, mais aussi c'est important. Ça, il faut le dire, c'est-à-dire sur le plan de la notion de patriarche, parce qu'en Afrique, la notion de patriarcat est très importante. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a vu, à travers les actions qu'il a pu poser à la tête de l'État du Cameroun, beaucoup de choses. Il a vu beaucoup de choses. Il a posé des actes aussi dans l'histoire. N'oubliez pas qu'il arrive dans les affaires publiques à l'âge de 29 ans, en 62. Il est dans le cabinet, directeur de cabinet de feu et Kimboumwa. Plus tard, il est à la présidence de la République, il est directeur de cabinet civil, il est secrétaire général, il est même premier ministre de la République du Cameroun, mais il accède au pouvoir à l'âge de 49 ans. Mais depuis, nous avons le sentiment aujourd'hui qu'il a oublié que d'autres Camerounais qui ont 49 ans peuvent aussi accéder au pouvoir comme lui. La longévité au pouvoir, maintenant, pose beaucoup de problèmes. Il y a des conséquences néfastes dans la paralysie du pouvoir. J'ai aimé, Madame la présentatrice, lorsque vous avez précisé les âges, n'est-ce pas, de ceux qui, dans le protocole de l'État, sont désignés et défilent après le président de la République, qui a officiellement 92 ans. Voyez-vous, tous ceux qui le suivent, au moins les 3 ou 4 qui le suivent également, ont plus de 80 ans. Cela entraîne effectivement la paralysie, l'immobilisme et l'inertie. On a commencé à le développer sur ce plateau, depuis d'ailleurs plusieurs plateaux. D'abord, au niveau de la fonction du président de la République, vous savez qu'aujourd'hui, Paul Biya est le président de la République le plus âgé encore en fonction sur la planète. Terre. Sur la planète Terre, bien sûr. Pour l'instant, nous habitons la planète Terre. Nous ne sommes pas encore à Mars. Les efforts de la recherche scientifique n'ont pas encore permis d'habiter à la planète Mars où il fait très chaud. Peut-être que dans les années à venir, on habitera d'autres planètes. Mais pour l'instant, c'est le président le plus âgé encore en fonction sur la planète Terre. C'est un record planétaire. Ben maintenant, voyez-vous, il y a des conséquences néfastes à cela. Et parmi ces conséquences-là, il faut citer des conséquences sur le plan du fonctionnement de l'État, sur le plan du fonctionnement du gouvernement, sur le plan des relations entre la présidence de la République et
les autres institutions de la République. Je pourrais pas à pas évoquer cela, mais je vais insister sur les aspects les plus importants. C'est qu'au niveau de la gouvernance du Cameroun, nous notons, nous observons que si Paul Biya avait respecté le consensus politique né de la Constitution du 18 janvier 1996, première mouture, dont l'une des dispositions était très claire, la limitation du mandat présidentiel à 7 ans renouvelable une seule fois. Si Paul Biya l'avait respecté, la première mouture de la Constitution, parce qu'il y a eu une deuxième mouture après la modification constitutionnelle du 2008, de mars-avril 2008, qui a supprimé la limitation du mandat présidentiel. Si Paul Biya avait respecté la première mouture de cette Constitution, on n'en serait pas là. C'est-à-dire qu'en faisant au trop 2 mandats de 7 ans, il serait parti en 2011. Et je pense que le Cameroun aurait eu un autre visage si Paul Biya n'était plus là en 2011. Je pense d'un visage rayonnant, un visage d'un Cameroun émergent, un visage d'un Cameroun où les populations de l'intérieur comme de l'extérieur, notamment la diaspora, ont envie de retourner au Cameroun investir. Mais maintenant, ce n'est pas possible parce qu'il n'y a plus de limites, de limitations dans le mandat présidentiel. Paul Biya peut être candidat chaque fois qu'il le désire. Officiellement, il n'a pas dit qu'il est candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Mais il y a des signes, des signaux qui montrent bien que rien ne l'empêche bientôt de déposer sa candidature et de faire officiellement campagne. Et cela pose un problème. Pourquoi cela pose un problème? C'est parce que ce dernier mandat, celui qu'il a obtenu en 2018 et qui s'achève cette année, s'il faut faire le bilan, nous nous rendons compte que c'était un mandat de trop. Rien n'a marché. Je dis, globalement, pas grand-chose n'a marché convenablement pour le peuple camerounais dès qu'il tient son mandat. Parce que, au niveau, je parlais des institutions tout à l'heure, et c'est important de les rappeler. Paul Biya n'a tenu qu'un seul conseil ministériel au cours de ce septennat, le 4 janvier 2019. Comment voulez-vous que la République fonctionne normalement, que le gouvernement fonctionne normalement, tant qu'on ne peut pas apprécier le travail fait au niveau des départements ministériels? Parce que je le dis toujours, les conseils de cabinet du Premier ministre, malgré sa bonne volonté, sont largement insuffisants pour impulser la donne, pour donner le ton, pour que le gouvernement fonctionne normalement. Et il y a eu également, on attend le prochain Conseil supérieur de la magistrature, dont le dernier date d'août 2020. Et on voit la paralysie dans le fonctionnement de la magistrature camerounaise. Et je rappelais souvent, je l'ai souvent rappelé, que le ministre d'État, le ministre de la Justice, malgré sa bonne volonté, lui-même a constaté qu'il ne peut pas faire mieux. Parce que c'est lui qui avait dit que nous avons plus de 800 dossiers disciplinaires sur plus de 1700 magistrats. Et puis, malheureusement, on ne peut les examiner qu'au Conseil supérieur de la magistrature, qui ne s'est pas tenu. Et vous imaginez le nombre de promotions de magistrats, d'auditeurs de justice qui ne sont pas intégrés. Des mécanismes sont pris pour leur donner du travail d'une manière ou d'une autre, mais qui ne sont pas dans la légalité. Voyez-vous, il y a beaucoup de scandales dans la République. L'honorable, la doyenne de l'Assemblée nationale l'a souvent dit, que de scandales dans la République. Les affaires Glencore, les scandales, l'assassinat de Martinez Zogo. Aujourd'hui, il y a l'affaire Matisse. Et il y a également une autre affaire d'un artiste de musicien, Saint-Désir Atango, inceste dans la République. Le pays est en pleine déliquescence morale. Mais rien ne bouge. Que de scandales. Je dirais également qu'il y a, sur d'autres aspects, au niveau des directions générales des entreprises, des sociétés d'État, comme les conseils d'administration, on voit bien qu'il y a également la paralysie. Exemple, la SNH. Monsieur Moudiki, vous avez donné son âge tout à l'heure. Un âge patriarcal. Mais il n'est plus en état de travailler
dans les meilleures conditions. La preuve, c'est qu'il a délégué. Ce n'est plus lui qui dirige. Au quotidien, la SNH, la Société nationale des hydrocarbures, il a délégué. Mais est-ce que nous allons fonctionner sous délégation? Le président de la République, lui aussi, il a délégué, délégation de signature. SNH, on délègue. Mais si tous les directeurs, le président de la République, tout le monde délègue, ça va faire 7 ans pour le dernier mandat du chef de l'État. Ça va faire je ne sais pas combien d'années pour le directeur général, administrateur général de la SNH, dont les comptes, dont le bilan aujourd'hui, il faut s'interroger au niveau de la transparence, parce que des actions sont menées. Le dernier conseil d'administration dont nous sommes au courant, c'est celui du 24 juillet 2024. Rappelez-vous les conditions dans lesquelles s'était tenu ce conseil d'administration. Le président du conseil d'administration, le secrétaire général de la présidence de la République, qualité, parce que c'est lui qui est le président du conseil d'administration, il avait souhaité que ce conseil se tienne au siège de la SNH, mais il n'a pas pu. Initialement, c'était prévu pour le 17 juillet 2024. Mais il a dû délocaliser au secrétariat général de la présidence de la République le dit conseil d'administration extraordinaire qui a pris un certain nombre de mesures, d'actes. On se souvient de l'affaire Savannah. On se souvient de l'affaire aujourd'hui, Glencore. Il y a une autre affaire récente dont nous cherchons toujours à savoir si le conseil d'administration a donné son quitus pour les actes entrepris qui ont permis à la SNH aujourd'hui d'avoir une nouvelle structure qu'on appelle CS Star. Voyez-vous, ça crée des problèmes dans le fonctionnement normal des entreprises publiques, dans le fonctionnement normal des sociétés d'État, dans le fonctionnement du gouvernement, dans les relations entre la présidence de la République et le Premier ministre chef du gouvernement, qui visiblement n'est là que pour inaugurer les chrysanthèmes. Voyez-vous, il est en fonction. Je trouve que le Premier ministre a beaucoup de bonne volonté, mais il ne peut plus rien. Il ne peut plus rien, il est dépassé. Même quand il y a délégation, il n'a pas encore pu bénéficier d'une délégation de pouvoir, parce que le président de la République peut le permettre. La Constitution le permet. L'article 10 permet au président de la République de déléguer le pouvoir. Il n'a pas délégué au président de la République. Il a délégué la signature au secrétaire général de la présidence de la République. Voici l'article 10 que le chef de l'État aurait pu éventuellement, j'ai dit éventuellement, on va y revenir, convoquer. Edmond. Permettez que c'est pas long. Alinéa 2, paragraphe 2, à l'article 10 de la Constitution. Le président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre, aux autres membres du gouvernement et à certains hauts responsables de l'administration de l'État dans le cadre de leurs attributions respectives. Pourquoi je cite cela? Si véritablement il y avait le souci de permettre le fonctionnement normal du gouvernement, c'est au Premier ministre, chef du gouvernement, que le pouvoir aurait dû être délégué et non pas la signature à un des collaborateurs du chef de l'État. Maître Manuel Sim, l'inertie décriée ici sur le plateau, est-ce que cette inertie ou cet immobilisme ne profite pas aux collaborateurs de ces tenants de pouvoir qui sont ces collaborateurs qui sont très souvent des proches de ces tenants de pouvoir et qui prennent très souvent des décisions sans toutefois avoir la légitimité ou la qualité? Oui, disons que le Cameroun est devenu en fait un État, je l'ai toujours dit, mais quand je le dis, on pense que c'est parce que je n'aime pas ce pays, c'est le contraire. Nous sommes devenus un vrai État voyou. Vous savez, notre pays, il faut qu'on se le dise aujourd'hui en face, qu'on n'ait plus peur des mots. On est devenu un vrai État voyou. Voyez-vous, le président de la République n'est pas là. J'entends dire qu'il travaille chez lui pendant 3 mois. Écoutez, monsieur Kelbey, je ne ferai pas un mois, je ne dis pas un mois, je ne ferai pas une semaine sans aller à mon cabinet d'avocat si je suis à Yaoundé. C'est impossible. Même les dimanches, en roulant, parfois, je me retrouve en train d'aller vers mon cabinet d'avocat alors que je vais ailleurs. Parce que c'est mon réflexe habituel. Comment on fait pour diriger un cabinet d'avocat si on n'est pas là pendant des semaines, des mois, M. Kelbey? Comment on fait pour diriger un pays quand on n'est pas là? La conséquence, donc, c'est que finalement, l'État est voyou. Chaque ministre est devenu le président de son ministère, puisqu'il ne rend compte à personne. Il ne rend compte à personne. Le président bien ne les voit pas. Ça fait, on l'a dit déjà, 6 ans qu'il n'a pas pu les réunir en conseil des ministres. Il ne les voit pas. Il ne leur parle donc pas directement. Comment on fait?
Chaque ministre est devenu propriétaire de son ministère. Et c'est pour ça qu'il y a des guerres aujourd'hui qui créent la paralysie. Lorsque M. Ngongo fait un communiqué disant qu'il y a haute instruction, le ministre de la Justice dit « Je doute quand même un peu de l'authenticité de cette instruction. » On en est arrivé là. Mais c'est parce que précisément, notre pays est un pays où on ne respecte plus rien du tout. Je dis bien rien du tout. Au niveau de l'État central, on ne respecte même pas les lois qu'on s'est données nous-mêmes. Et c'est ceux qui ont fait ces lois qui ne respectent précisément pas. Mais parce que le président n'est pas là et qu'il ne veille donc pas à ce que les choses soient faites. Je pourrais prendre 10 cas. On y dormirait jusqu'au matin. Premier cas. On vous dit que le président de la République doit réunir le conseil de magistrature chaque année. Il ne le fait pas. C'est écrit, mais il ne le fait pas. On vous dit que les ministres, le chef de l'État et les autres personnalités qui ont des fonctions de pouvoir doivent déclarer leurs biens avant d'entrer en fonction. Depuis 1996, M. Paul Biya n'a pas pris la peine de prendre le décret qui met en place la commission pour déclarer les biens. C'est-à-dire que la Constitution prend des mesures et dit désormais, pour éviter qu'il y ait la corruption, qu'il y ait des détournements de données publiques, on va procéder de telle manière qu'avant d'entrer en fonction, vous dites déjà les biens que vous avez, permettant donc qu'on puisse faire un contrôle a posteriori et savoir si vous êtes enrichi illicitement. M. Paul Biya a refusé délibérément de prendre le décret pour permettre que cela soit fait. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire un individu décide de mettre entre parenthèses la Constitution, la loi fondamentale de son propre pays. Mais comment on appelle ça? C'est des choses de voyous. C'est pas autre chose. Mono le disait maintenant. On veut bien respecter l'âge de ceux qui nous gouvernent. Mais ici, s'ils sont âgés, qui rentrent à la maison, s'ils continuent à gouverner, eh bien, ils doivent admettre qu'on leur dise des choses froidement, sans tenir compte de leur grand âge. On a dit, moi je suis avocat, il y a une loi qui a été promulguée en 1990, qui organise notre profession, qui prévoit que les avocats ont droit aux émoluments. 90, on est en 2025, jamais aucun avocat n'a reçu un moindre copec comme émolument. On prend des lois, voyez-vous, mais on ne les applique pas. Ce n'est pas un pays dans lequel on vit aujourd'hui. Et j'entends des gens continuer à dire, oui, mais quand même, le président Paul Biya travaille, il travaille chez lui, il suit, les dossiers viennent chez lui, mais est-ce que Paul Biya peut lire des centaines de dossiers qu'on lui rapporte honnêtement? Pourquoi vous faites ça, M. Kelbey? Mais vous êtes jeune, c'est à vous de dire au président de la République, monsieur le président de la République, ça va, c'est bon, nous sommes là pour vous suppléer. Ne mourrez pas à la tâche. Nous avons été formés, nous sommes jeunes, on a de l'énergie, nous sommes là pour vous remplacer. Et quand l'un de vous a osé demander ça, monsieur Nonateler, que je salue, mais qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Qu'est-ce qu'on n'entend pas, vos militants, dire contre ces garçons qui osent simplement dire au chef de l'État, monsieur le président, en 43 ans, vous ne dites pas au monde entier que vous n'avez pas réussi à trouver des Camerounais, même dans votre camp, en capacité d'assurer même pas la fonction suprême, mais d'autres fonctions. Il y a des ministres qui ont déjà fait là 30 ans. Il y en a un au commerce, ça fait 20 ans qu'il est là. Dans le même ministère, mais comment on fait même pour travailler 20 ans dans un même ministère, sans se fatiguer, sans se lasser? Comment on peut apporter des innovations quand on a fait 20 ans au même endroit? C'est pas possible. Vous savez, l'autre jour, j'ai un ami qui vient à mon cabinet et il me dit qu'il y a des peurs d'araignée derrière ma tête. Moi, je ne les voyais pas. Hein. Je ne peux pas avoir cette peur d'araignée parce que je viens tous les matins dans ce bureau-là et je m'assois et tout a l'air normal. C'est souvent des gens qui viennent de dehors qui me disent « Ah, maître, il faut mettre un peu de peinture là, il y a un peu une fuite d'eau. » Moi, je ne me rends pas compte de ça. Donc, quand on met à un poste de 20 ans, on ne peut pas innover. La paralysie devient absolument automatique. Mais je vois des Camerounais qui continuent aujourd'hui à nous demander, à nous dire que la solution la meilleure pour ce pays, c'est encore Paul Biya. Je dis à ces Camerounais, je leur dis en face encore aujourd'hui, cela est un crime que vous commettez en maintenant Paul Biya à ce poste-là. Parce que ce n'est pas sûr qu'il en veut encore. Je ne suis pas certain
que l'homme qu'on appelle Paul Biya a encore envie de rester à ce poste. Je n'ai pas le sentiment. Le 20 mai dernier, voyez-vous, il est arrivé, je vous l'ai dit, à Yaoundé la veille, comme un homme qu'on a amené là, qui ne voulait pas être là. Et des gens nous disent, non, non, c'est encore lui. Non, je vous en supplie, on appelle ça en droit un abus de faiblesse. J'ai le sentiment d'avocat que nous sommes en présence d'un abus de faiblesse, d'une personne qui n'a plus les capacités et qu'on amène là comme un pot de fleurs, on le dépose dans le dessein unique de garder son pouvoir. Ces gars-là savent que tant que Paul Biya ne gouverne plus, eux, ils sont à leur poste de ministre à des tenants vitam. Monsieur Kelbessé, Paul Biya était le champion des remaniements ministériels. Souvent, après 3 mois, il remaniait. Moi, j'étais jeune, 6 mois, comme vous vous souvenez. Après 6 mois, il y avait au moins un réaménagement, ça bougeait. Ça ne bouge plus. 6 ans sans remanier. Mais des ministres sont morts. Des ministres sont décédés. Jusqu'à présent, ils n'ont pas été remplacés. Et on nous dit que non, on a délégué. Non. Ça veut dire que Paul Biya peut donc faire un gouvernement sans aucun ministre, puisque ceux qui sont morts ne sont pas remplacés. Autant le dire. C'est-à-dire que Paul Biya nous démontre que même sans ministre, son pays peut fonctionner. Non, ces pays ne fonctionnent pas. Et je pense que, je le redis, il est temps que les Camerounais se le disent en face, nous tous. RDPC, MRC, UPC, tous les autres, qu'on dise le seul des motifs, ce sera que Paul Biya parte. Les gens me disent que ce n'est pas un programme politique. Non. Pour l'instant au Cameroun, le seul programme politique pour moi, si je parle pour moi, c'est de dire Biya must go. Il doit partir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre façon de dire ça. Nous devons nous dire tous, Camerounais, qu'il doit seulement partir pour que nous ayons une autre chance. Qu'on ait quelqu'un d'autre qui puisse apporter du sang nouveau à notre pays. J'aimerais moi que ce soit mon candidat. Mais je dis qu'un Camerounais autre vienne dans ce pays apporter quelque chose, qu'on respire un peu. Nous sommes comme sous une dalle. On ne respire pas, on ne vit pas, on n'innove pas, les énergies ne sont pas libérées. Et je pense que le dire, ce n'est pas insulter. Le dire, ce n'est pas être violent, c'est parler avec le cœur, parce que nous parlons avec le cœur. Si j'avais la chance d'avoir le président Biya en face, je lui dirais, Monsieur le Président, mon cher père, allez écrire vos mémoires. Parce que vous vous rendez compte, le président Paul Biya a 43 ans de pouvoir comme chef de l'État, plus ce qu'on a cité avant. Il n'a pas écrit ses mémoires. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que voilà quelqu'un qu'on perdra peut-être demain et qui n'aura laissé aux Camerounais aucune trace, même pas sa part d'histoire, mais qu'il écrive aussi, comme d'autres ont fait. Il n'écrit pas. Je pense que ce serait le moment pour lui, pour les jours et l'énergie qui lui reste, de laisser aux Camerounais quand même quelque chose. Un tome, 2 tomes de ce qu'il aura vécu depuis 62. Quand même, vous vous rendez compte? C'est bien, ne nous dit pas ce qu'il a vécu, comment il a fait, comment il a vécu le pouvoir. Je dis, pour un pays, c'est une perte totale. Je tenais à le dire, mais vraiment sans aucune rancœur, calmement. Et je pense que les Camerounais qui nous regardent le ressentent comme moi. On est fatigué et il est temps de dire au président de la République, il nous a promis que le moment venu, il y aurait 2 choses qu'il pourrait faire. Ou rester au pouvoir, parce que pour lui, il ne pensait pas qu'on puisse le battre aux élections. Dans son mécanisme intellectuel, pour bien n'imaginer pas qu'on puisse le battre. Il a dit, ou il restera, ou il va rentrer au village. Eh bien, moi, je lui dis, Monsieur le Président, s'il vous plaît, rentre au village. Serge-Henri Kalubé, sur le plan socio-économique et diplomatique, est-ce que cette longévité au pouvoir ne grippe pas la machine des décisions au sein des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires? Maître Sim a pris un exemple tout à l'heure, la correspondance du secrétaire général de la présidence et celle du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Bien, il faut d'abord observer ou faire observer à vos téléspectateurs que j'ai écouté attentivement Maître Sim que vous nommez faire un peu de la diversion lorsqu'il parle de l'article 66 sur la déclaration des biens et le lien qu'il veut faire avec la gouvernance ou alors avec la gestion. Honnêtement, moi, je ne vois pas de lien entre déclarer ses biens et devoir bien travailler et avoir des résultats, premièrement.
Deuxièmement, je voulais aussi revenir sur ce que le docteur Aristide Monod disait tantôt pour lui faire comprendre que le président de la République, le président national du RDPC, au contraire, a toujours voulu que la diaspora camerounaise s'implique activement pour le développement du Cameroun. Et je pense qu'il y a une plateforme de la diaspora camerounaise qui a été reçue à Yaoundé pour leur permettre des facilités d'investissement au Cameroun. Donc cela ne devrait souffrir de rien. Il faut juste être informé sur les outils, n'est-ce pas, et les moyens que l'État met à la disposition de tous ceux de la diaspora. Moi-même, je suis de la diaspora pendant un bon bout de temps et je pense que mon retour au Cameroun a été facilité par l'ambassadeur du Cameroun à Ottawa à l'époque quand je partais du Canada. Je ne me plains pas en tant qu'ancien diaspora. Je me plains peut-être de ce que Maître Sim énumérait tout à l'heure, où le secteur économique camerounais, ça il faut l'avouer en tant qu'opérateur économique, souffre certainement d'un certain nombre de dispositions qui ne sont pas encore mises en place. Ou alors qui n'arrivent pas à être mis en place. On a fait des Cameroun Business Forum, on a fait plusieurs plateformes, discussions, d'échanges entre le secteur économique et l'État, que ce soit au JICAM ou à Yaoundé avec le Premier ministre. Tout ça participe, n'est-ce pas, à ralentir un peu la croissance camerounaise qui, n'est-ce pas, stagne autour de 4% et 4,2%. Donc je pense aussi, comme certains ici, qu'une dynamique nouvelle, on ne perdrait rien n'est-ce pas, à expérimenter quelques ajustements au niveau du gouvernement qui créons peut-être une aspiration du bas vers le haut pour dynamiser peut-être l'administration et le fonctionnement de certains ministères. Oui, on observe qu'il y a certains ministères qui, le ministère de la Recherche scientifique, le ministère du Commerce et bien d'autres ministères où on a l'impression que les choses n'avancent pas. Mais il faut aussi dire que l'État du Cameroun est structuré de manière à ce que tout ne peut pas graviter autour d'un seul individu. On prend peut-être le cas du ministère de la Justice. Je pense que le ministre Jean de Dieu Momo a quand même, à l'absence du garde des Sceaux, géré ce ministère, géré des affaires courantes, parmi lesquelles on parlera peut-être d'une affaire tout à l'heure, qui, à quoi que ce soit l'affaire Matisse ou bien l'affaire de l'artiste, donc quelqu'un a parlé sur le plateau tout à l'heure, que la justice joue son rôle, les procureurs généraux font leur boulot, ils n'ont pas besoin que le chef de l'État parte de Vomeka ou soit au palais. Chacun connaît sa tâche. Je ne veux pas dire que le Cameroun est sous un pilotage automatique, mais les choses sont faites de manière à ce que le Cameroun fonctionne. Peut-être pas comme nous tous, nous voulions, surtout nous ou moi du secteur privé, on peut dire qu'il y a à faire, étant donné qu'aucune œuvre humaine n'est pas faite. Il y a des choses à améliorer. Vous avez parlé tout à l'heure du tissu économique. Des investissements comme le port de Kribi, à eux seuls, viennent de leur côté ou de leur manière apporter, n'est-ce pas, un petit oxygène sur le tissu économique avec un investissement comme celui-là. On sent quand même de ce côté un petit pôle d'attraction qui fait tourner quand même de l'argent et qui crée un chiffre d'affaires. On a des sociétés métallurgiques qui sont installées au Cameroun et de plus en plus viennent s'installer. Nous avons des nouveaux barrages qui sont faits malgré le déficit énergétique que je reconnais, mais il y a des actions qui sont posées. Sur le plan diplomatique, je pense que l'ancien Premier ministre Yann Philémon a quand même un siège aux Nations Unies qu'il faut féliciter. Et je peux citer d'autres cas pour montrer que ce soit sur le plan diplomatique, que ce soit sur le plan économique, le Cameroun rayonne. Mais on aurait voulu que ces rayons de soleil soient peut-être plus ardents sur l'économie, de manière à ce que Maître Sim n'ait pas nettoyé ses toiles d'araignée derrière le bureau et ait peut-être un bureau au 14e étage d'une tour de 30. Hein, et peut-être que ses affaires soient florissantes. Non, il ne faut pas penser que tout est gâté, tout va mal. Il y a à faire et à refaire, ça c'est sûr. Et je peux vous dire que la personne la plus gênée et la plus embêtée d'un certain ou de l'observation d'une stagnation d'un certain nombre de choses serait le chef de l'État lui-même, qui plusieurs fois a rappelé à l'époque à certains
ministre, ou alors a fait savoir que, À l'époque. oui, je dis à l'époque, À l'époque. où il nous faisait, c'est il, beau. il le fait maintenant, maître. À l'époque. Le président de la République. Non, mon frère, je retiens que c'était à l'époque. Oui, bien entendu, je ne dis pas non. Cette époque ne date pas de 10 ans. Il n'est plus au courant de rien, c'est ça le problème. Le chef de l'État est au courant de tout. Je peux vous le dire. Il est au courant de tout. Il ne fait donc rien, pourquoi? Le problème, vous savez, on a parlé à un moment donné du temps du président. Vous n'allez pas forcer à quelqu'un qui jouit de son pouvoir discrétionnaire. Tout comme des silences du président. Pardon? Tout comme les silences du président. Oui, peut-être tout comme le silence du président. C'est pour dire qu'on ne répond pas à tout. Et bien entendu, c'est une sagesse qui vous fait comprendre qu'il y a des choses sur lesquelles vous pouvez les laisser passer sans tout à fait réagir. Je voudrais tout simplement, une fois de plus, dire ici sur ce plateau que le Cameroun est debout.